Martin Beauregard est artiste et professeur en création et nouveaux médias à l'UCAT, lui aussi. Il est diplômé de l'UQAM, un doctorat en études et pratiques des arts, et de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, un doctorat en arts plastiques et musicologie. Ses recherches s'articulent autour de l'étude et de la pratique narrative, de l'art environnemental et de la culture numérique. Il est également cofondateur du laboratoire intersectoriel d'impression 3D en arts, sciences naturelles et génie. Le projet L'impossibilité d'une île, qui est commencé en 2017, participe de l'exploration et du développement de narration évolutive au travers de la création d'un écosystème virtuel. Il en résulte des installations prenant la forme de vidéos algorithmiques ou de séries photographiques qui renvoient à la fois à des phénomènes migratoires, leurs enjeux sociaux et climatiques, ainsi que liés à la traduction de données économiques. Ces recherches abordent également la question de l'écologie entre les arts, les sciences et la technologie, notamment au sein de collaborations et de projets à caractère intersectoriel, plus spécifiquement entrant dans l'impression 3D de résidus industriels forestiers et miniers. Et donc, il s'intéresse aussi à la relation au territoire rural, au cycle de vie des objets, à l'histoire des déchets, à la transformation et les métamorphoses de la matière organique et minérale, et à la construction des imaginaires culturels en milieu industriel. Donc, je te laisse, Martin, nous parler de ton projet d'impression 3D de résidus industriels forestiers. Merci Rachel. Je vais essayer quand même de pouvoir aujourd'hui vous présenter le travail à travers ces enjeux qui ont été présentés, qui sont en fait reliés à différents champs de recherche aussi sur lesquels j'ai travaillé les dernières années. Dans le cadre de la présentation pour le séminaire aujourd'hui, j'ai préféré avoir une approche qui va être plutôt celle d'une sorte de panorama à travers lequel je vais vous partager différents projets de création. J'ai essayé de me raccorder à la thématique qui était celle du séminaire, puis essayer de dégager à travers ça peut-être principalement différents axes de recherche à travers lesquels je pourrais regrouper différents travaux, différentes approches. Donc, dans mon travail, d'une façon plus générale, je vais m'intéresser à l'étude des pratiques narratives, moins du point de vue de la littérature, si ce n'est que peut-être du récit de pratique en art ou l'approche plus poétique, mais surtout à travers l'élaboration de nouvelles formes de récits qui vont intégrer à la fois la culture numérique, mais aussi des enjeux liés à l'art environnemental. Dans l'art environnemental, je vais m'intéresser à tout ce qui est lié également à la médiation de l'image, qui va passer à travers des technologies numériques, mais aussi ce rapport-là à l'environnement naturel ou social dans lequel différentes composantes vont aussi entrer en interaction. Donc, j'essaie de rassembler à travers un corpus différentes problématiques de recherche, dont l'une qui est liée justement à cette idée entre le son et sa matérialité. Donc, le son, c'est quelque chose qu'on entend, c'est pas quelque chose qui est forcément visible, mais en même temps, il peut y avoir des signes qui nous amènent à pouvoir à la fois faire une lecture du son, pouvoir en produire. Et à travers la narration, j'ai aussi, dans un deuxième temps, sélectionné des projets qui sont plutôt liés à la simulation 3D, dans lesquels finalement, ce qui m'intéresse, c'est de produire des récits qui sont plutôt à caractère génératif ou évolutif. Et en troisième, c'est des recherches qui sont plus récentes à travers notamment le laboratoire d'impression 3D, dans lesquels j'ai réinterrogé ces différents éléments liés à la matérialisation du son ou la simulation, mais à travers la production d'objets qui sont en quelque sorte l'aboutissement des modélisations 3D qui ont été faites, mais incarnées à travers les objets qui vont faire à la fois appel à la mémoire aussi. Le premier projet s'intitule Another Day. En fait, dans ce travail, j'ai d'abord cherché à travers la création d'un environnement 3D à rassembler des objets de la vie quotidienne et à intégrer aussi des archives audiovisuelles en provenance essentiellement du web qui étaient reliées à des moments traumatiques ou catastrophiques là, de l'histoire, comme par exemple des attentats terroristes, des alertes à la bombe. Et dans ces archives-là, ce qui m'intéressait, c'était pas d'aller chercher l'horreur des événements ou forcément des témoignages, mais plutôt d'aller chercher l'actualité ou la nouvelle dans sa propagation. Donc, souvent, ce sont des images, par exemple, qui sont prises dans les rues avec les téléphones. On voit, par exemple, un regroupement de policiers ou dans lesquels on voit que les gens, finalement, sont dans des moments de panique et très peu de moyens de comprendre, finalement, une situation. Donc, c'était vraiment la médiation de l'événement
et non sa représentation elle-même qui m'intéressait. Et puis de retransposer ça en fait à travers des environnements de la vie quotidienne en reprenant finalement des scènes du quotidien qui pourraient être liées à certains décors finalement, le chez-soi tout simplement dans lequel on vit. Et à travers ça, les archives en fait vont me servir aussi à modéliser les objets pour pouvoir faire en sorte que à travers la représentation, on puisse entendre, mais aussi sentir d'une façon plus corporelle, si on peut dire, et de pouvoir, à travers l'environnement, travailler à la fois dans cette idée finalement que l'espace virtuel est une sorte d'interface qui nous renvoie à la fois un espace mental ou psychologique et qui entre en vibration là, avec l'espace réel. Donc, je vais vous présenter un court extrait pour vous donner un aperçu de ce que le projet était dans sa forme visuelle. Donc, dans cette idée, après, découle aussi en modélisation 3D des objets qui sont créés et qui consistent en quelque sorte à montrer ces interconnexions ou les matérialiser à travers la création d'objets. J'avais un intérêt aussi pour ce qu'on peut appeler en philosophie le concept de Ricard, la trace affective, comment finalement il y a une marque qui est laissée et qui, elle, finalement renvoie aux impacts ou aux traumas qu'a pu laisser un événement dans la mémoire. Donc, ces objets-là, en quelque sorte, je les vois comme des artefacts de mémoire traumatique à travers à la fois l'enjeu plus littéral de celui de traduire des données en signes visuels, mais aussi à travers ces formes ou ces déformations finalement de notre environnement quotidien, qui constituent en quelque sorte l'écran ou l'interface sur laquelle continuent à agir et se produire ces événements. Fait que souvent, les objets rappellent une sorte d'écho d'assemblage assez protéiforme. Et de là, j'en ai fait après des impressions 3D, comme une façon aussi de matérialiser finalement cette remédiation-là des archives, des histoires et des événements traumatiques ou catastrophiques là, de l'histoire. Dans un autre type de travail, je m'intéresse aussi à constituer des histoires ou des narrations, mais qui prendraient plutôt la forme d'écosystèmes. Et l'idée, c'est plutôt de construire le récit, de ne pas avoir un récit qui soit linéaire, qui soit structuré à travers un enchaînement finalement d'actions ou d'événements avec un caractère un peu plus téléologique dans lequel tous les événements sont dirigés vers une fin, mais plutôt de créer finalement, à travers le codage, un ensemble de règles ou de procédures qui vont faire en sorte que chaque élément va interagir avec un autre, un peu comme dans un aquarium en fait, où on aurait finalement la création de certains personnages ou de créatures comme des poissons, et après on aurait des objets, on aurait des matériaux, des liquides qui vont affecter ces organismes. Et la narration, en fait, débute à partir du moment où on appuie sur le démarrage du programme. Et là, va se produire différentes interactions qui vont faire en sorte qu'à travers le temps, il y a des objets qui vont se déconstruire, il y en a d'autres qui vont se reconstruire, etc. Donc, c'est l'idée d'avoir aussi travaillé dans le récit, ce qu'on a dans l'art génératif, c'est l'idée d'émergence. Donc, comment est-ce que l'histoire émerge à travers le code et comment elle est en partie aussi complexe et imprédictible. À travers ça, ce qui m'intéressait aussi, c'était de mettre en relation ces éléments-là avec des données externes, dont des données économiques. Donc, le système en lui-même va intégrer du data qui, lui, est en fait lié au CAC 40, qui nous permet d'avoir une fluctuation finalement des échanges boursiers. L'idée, c'était de voir comment est-ce qu'une fiction qui soit, par exemple, close sur elle-même, un peu comme on peut l'entendre dans le cadre d'un film, peut entrer en interaction avec un monde extérieur. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une animation 3D, mais qui résonne en fonction des fluctuations économiques du monde extérieur et comment ce système-là est affecté par ce réseau de données. Et je m'intéresse aussi à des problématiques plus en lien avec la migration.
D'où l'idée d'avoir des objets finalement qui flottent en mer et qui nous amènent aussi à interroger ces connexions-là invisibles qui existent entre des événements qui sont à des distances très lointaines, mais qui finalement reçoivent en quelque sorte les contre-coups aussi d'événements qui peuvent se passer dans d'autres sphères politiques, sociales ou économiques. Donc, c'était de voir un peu comment, à travers ces interstices-là invisibles, on pouvait essayer de peut-être recréer des liens ou de créer des effets de perlocation, de rapports de causalité à travers les animations. Je vous en montre aussi un court extrait. La vidéo prenait la forme à la fois de photographie, de suite photographique à travers la capture d'images aussi. Donc, j'essaie à travers ça de pouvoir produire des documents aussi après. Donc, l'animation est infinie à la mesure où le programme ne va jamais s'arrêter. On ne l'arrête pas soi-même. Mais à travers ça, j'avais aussi l'approche qui était celle de pouvoir avoir des captures en intégrant finalement des caméras qui sont déjà présentes, mais de travailler l'idée d'avoir un drone finalement qui se promène à travers l'environnement virtuel et qui capture à chaque jour un certain nombre d'images. De là, j'en ai fait une série qui reprenait la forme d'un calendrier et dans lequel, en fait, à chaque image est indexée une actualité financière. Donc là, par exemple, on voit le CAC 40, l'index des micro-électroniques. Donc, chaque image, finalement, renvoyait une image d'un autre monde, d'un événement qui se passait à travers le monde plus économique. De là aussi, ben après, j'ai travaillé sur des installations, donc ça m'intéressait aussi de voir comment le spectateur, à travers l'espace, quelle lecture il va en faire aussi, à travers un dispositif dans lequel j'essaie d'intégrer des coussins, en fait, de plage, mais qui pouvaient nous ramener aussi dans cet état de flottement ou de confusion aussi qu'on peut percevoir dans la vidéo, puis de créer une certaine distance aussi avec l'image, en confrontant la voix, cette vision-là plus peut-être ludique et plus grave des événements auxquels vont faire référence les vidéos. J'ai un intérêt aussi pour tout ce qui était numérisation des identités. C'est comment, à travers les médias, on va souvent diffuser ces informations-là, très rarement à travers des témoignages, ce qu'on va plutôt voir dans des approches documentaires. Mais dans le flux d'actualité, on parle aussi de flux migratoires, on parle de données. Donc, c'est une façon, quelque part, de déshumaniser aussi l'événement ou l'enjeu social, politique lui-même. Donc, c'était comment, tu sais, l'humain devient finalement une sorte de donnée à travers laquelle on perçoit que la trace ou les murmures, comme on entendait à travers les bandes son dans les vidéos qui étaient pris aussi de documents là, sur le web. Dans l'impossibilité du Nil, comment c'était une sorte de lieu utopique perdu en mer dans lequel va se construire des choses, se déconstruire éternellement des choses aussi, mais sans pouvoir vraiment se fixer. Donc, il y avait toujours cet effet de ballottement ou de work in progress qui me semblait être pertinent là, pour essayer de montrer cette incapacité finalement à se figer ou à trouver un lieu ou un habitat à travers des situations extrêmes. Donc après, je me suis intéressé aussi dans d'autres projets à reprendre un peu ces dispositifs génératifs dans le cadre de vidéos et je me suis intéressé aussi à ce qu'on pourrait appeler l'architecture précaire ou l'architecture mobile, qui est liée notamment au shelter,
aux structures qui vont s'émerger, comme par exemple des camps de réfugiés, qui sont finalement des constructions éphémères, qui ont à la fois une forme de mémoire, mais aussi d'oubli parce qu'ils sont amenés à disparaître ou à être détruites. Je me suis intéressé à ça, puis de là aussi, il y avait différents projets dans lesquels je reprenais des objets, finalement, qui étaient toujours des artefacts aussi de l'Anthropocène, mais qui étaient réutilisés pour construire des abris de survie, d'imaginer des parcours à travers lesquels, finalement, les algorithmes feraient en sorte que les personnages perdraient certains objets et en récupéreraient d'autres, et que l'environnement, tout dépendamment des conditions climatiques, apporterait des comportements différents sur les interactions et les actions qu'ils vont mener. Donc là aussi, c'était une sorte de récit autogénératif dans lequel j'ai placé aussi différentes caméras dans l'univers virtuel pour essayer de comprendre ou de témoigner là, de ces processus-là de transformation de l'habitat, mais dans des conditions de précarité. Donc, dans la troisième partie, pour les projets en impression 3D, matérialité résiduelle, je me suis intéressé au fur et à mesure aux matériaux, mais toujours dans le matériau qui reste, dans le matériau qu'on jette ou ce qu'on pourrait appeler le matériau résiduel. Et ce qui m'a amené aussi à travailler avec d'autres collègues à l'UQAT, notamment Ahmed Kouba en foresterie, qui utilisait des matériaux pour produire finalement des produits, mais à partir du bois. Donc, on a travaillé ensemble l'idée de développer l'impression 3D et d'incorporer à la fois ces matières résiduelles qui peuvent être de la sciure de bois, qui par la suite va être transformée en biochar, nanocellulose, et des intégrer à travers des bioplastiques dans un deuxième temps aussi, de développer des matériaux qui vont être intégrés, mais à l'argile. Donc, à travers ça, ben, là, ça m'a amené à m'interroger aussi à un champ qui est pas le mien, qui est celui de la science, puis d'essayer de, peut-être à travers mes projets, d'avoir une composante aussi qui serait plus environnementale, puis il y a des problématiques aussi qu'on peut retrouver en art environnemental, mais surtout en éco-design. Donc, comment réinterroger les modes de fabrication d'objets, par exemple, en prenant en considération les impacts, les enjeux écologiques. Et à travers ça, je trouve intéressant de travailler avec les résidus de bois aussi ou les résidus miniers parce que ça nous permettait de connecter avec l'industrie et d'apprendre plein d'autres concepts, comme par exemple la symbiose industrielle ou aussi l'écologie industrielle qui permet de créer des liens parfois qui sont moins médiatisés, il me semble. Et souvent, l'industrie est placée dans un certain cadre dans lequel elle va exploiter la nature, mais en même temps, il y a quand même des solutions qui proviennent justement d'une transformation des comportements de l'industrie qui est travaillée par d'autres collègues à l'université, qui était pour moi un champ assez nouveau et que je trouve intéressant à peut-être essayer de voir comment est-ce que le vivant ou ces solutions-là prennent aussi à travers des interactions entre l'art et l'industrie. Donc, de là, on a développé avec des étudiants différents projets de recherche à travers lesquels on avait en co-direction des étudiants à la fois en génie des matériaux et aussi en design ou en art écologique. Et on a produit des différents types de matériaux. Ça, c'est le procédé qu'on utilise pour l'argile que je souhaite également vous montrer. C'est sûr que c'est une image ou une vidéo très technique, mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de voir à travers toutes ces couches un peu la poésie qu'il peut y avoir dans ces objets, c'est-à-dire il y a une temporalité, il y a un enchevêtrement de temps. Moi, je voyais les objets après temporels parce qu'il y a une sorte de géologie, ou en tout cas, il y avait un temps de fabrication qui est visible dans la matière, qu'on perçoit moins à travers un procédé qui est plus manuel. Donc, ça m'intéressait aussi de voir comment peut-être cette fragilité-là ou cohabitation entre humain et non humain ou humain et monde industriel pouvait prendre forme. Donc, souvent, les objets, ça va être des éléments qui sont en partie empruntés de la nature ou mode de fabrication de la nature par les insectes ou les animaux, par exemple des nids ou des constructions plus temporaires. Et prendre des objets finalement qui sont des artefacts de l'Anthropocène, des chaussures ou d'autres types d'objets pour essayer de faire des hybridations qui vont m'amener à transposer ces objets-là à travers une sorte de forme finalement qui est assez proche de la fiction, mais qui renvoie à une sorte de futur possible ou à travers des enjeux finalement qui vont montrer peut-être aussi des problématiques environnementales ou des rapports plus conflictuels aussi entre humains et non humains ou
même de cohabitation finalement, là. Donc, j'aime bien garder ces objets-là assez étranges, pas forcément en avoir une lecture ou un message direct à la fin, mais plutôt de montrer ces processus finalement de transformation, de ces métamorphoses finalement entre un milieu plus culturel et industriel. De là, je suis revenu un peu aussi à des propositions qui ramènent à l'architecture dans sa précarité aussi. Donc, d'essayer de développer des formes. Par exemple, de prendre une tente de prospecteur, mais la mettre sur un nid de fourmi à l'envers avec des branches, comme une façon de créer des formes aussi architecturales qui sont utopiques, mais qui renvoient peut-être à justement cette impossibilité peut-être de cohabiter ou en tout cas d'enjeux plus précaires, comme je disais tout à l'heure. Donc, sont constitués à partir de, on voit des matériaux, par exemple, qui vont être fabriqués par l'homme, par exemple des planches, des abris de survie, des éléments plus liés à la mobilité aussi, comme des valises ou des cabanes d'oiseaux. Donc, c'est une façon aussi de montrer que l'architecture est toujours pris un peu comme une sorte de photogramme dans un état où le projet n'est jamais finalisé, mais est plutôt en cours. Et je voulais montrer à travers la sculpture cette sorte de mobilité aussi qui est liée à une architecture finalement qui est toujours en train de se faire et se défaire, qui transpose en quelque sorte aussi ces objets de mémoire qui sont parfois incorporés dans la matière et qui renvoient finalement à un état de l'objet qui précède, qui raconte aussi à quelque part une certaine histoire. On a travaillé aussi sur certaines installations dans lesquelles je voulais aussi intégrer l'imprimante 3D. Donc, on a travaillé sur une imprimante qui existe en open source, qui est le Hang Printer, qui permet finalement de incorporer le dispositif dans un espace pour pouvoir agrandir le cadre de l'imprimante elle-même. Donc, cette imprimante-là est attachée sur les murs. Donc, c'est la salle, en quelque sorte, qui devient le contenant ou le corps de l'imprimante. Et là, l'idée, c'était de médiatiser des informations liées à la construction des abris de survie, notamment des migrants, mais aussi de mettre en relation les sculptures à travers le processus de fabrication plus cyclique qui était celui aussi de recycler les matières résiduelles et d'intégrer à travers ça aussi les bioplastiques qui sont aussi biodégradables là, dans des conditions particulières de compostage. Voilà, merci à vous pour votre écoute. Merci, merci beaucoup pour tous ces projets, vraiment très variés aussi.